Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au webinaire Ex-Connexion sur l'arrêté des comptes 2023. Je suis Vincent Zener, expert comptable et commissaire aux comptes au sein du groupe Ex-Connexion. Et donc aujourd'hui, j'ai l'honneur et surtout le plaisir de vous présenter en fait les principales dispositions sur l'arrêté des comptes 2023. Donc on verra aujourd'hui un certain nombre de sujets. Alors ça n'a pas été une année très riche en réforme comptable, on en a eu quelques-unes à la marge, mais on va aussi aujourd'hui, vous allez voir, anticiper certains sujets qui seront d'application en 2024, 2025 et voir les exercices ultérieurs. C'est pour ça qu'on reviendra notamment sur quelques décisions de la commission des études comptables de la compagnie, comme vous le savez, qui est source en fait chaque année de multiples positions comptables. Ce ne sont pas des règlements, ce sont des positions de doctrine et c'est toujours important et agréable de les suivre pour voir un peu quelles pourraient être les positions à prendre sur vos problématiques comptables à la clôture. Donc effectivement, on précise ici qu'on ne fait pas de tour d'horizon d'actualité IFRS. Voilà, on estime aujourd'hui que c'est pas notre cœur de cible. On n'a pas de sujet en termes de particularité de comptable sectoriel, donc on ne va pas aborder tel ou tel secteur d'activité. Au niveau du secteur non lucratif, comme vous le savez, l'année 2020 avait été très riche avec une réforme comptable d'ampleur. Depuis, on est sur des mesurettes chaque année. Et enfin, on n'aborde pas l'actualité fiscale de la loi de finances 2024 et de la loi de finances rectificative de 2023. Voilà, on commence tout de suite avec quelques réponses intéressantes de la commission des études comptables de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Alors, on va commencer par celle qui concerne plus amplement le chiffre d'affaires. Comme vous le savez, le plan comptable est très maigre en termes de dispositions comptables sur le chiffre d'affaires et c'est normal parce qu'en fait le modèle économique des entreprises évolue en permanence et c'est source de bon nombre de problématiques. Comme vous le savez, depuis 2019, l'autorité des normes comptables a lancé un projet de réforme comptable sur le chiffre d'affaires, mais là aussi, on en reparlera tout à l'heure, ça ne vient pas et en fait, on sent un tâtonnement en fait de l'autorité des normes comptables face à l'ensemble des problématiques qu'on pourra avoir sur le chiffre d'affaires. Alors, ce chiffre d'affaires est toujours problématique. Souvenez-vous, quand on est à la fin des années 90, on achète son téléphone portable 1 franc, moyennant un engagement d'abonnement durant 24 mois. Donc effectivement, je ne pense pas que les opérateurs de téléphonie à cette époque-là comptabilisaient 1 franc de chiffre d'affaires pour un téléphone portable. Voilà, il n'en demeure pas moins que ça fait partie des contrats composites, comme par exemple sur la vente de machines qui est assortie d'une garantie et qui est sortie d'un programme de grande révision sur 3, 4 ou 5 ans. Ça, ce sont des choses auxquelles on est fréquemment confronté. Et puis, on rencontre également la particularité des prestations continues ou alors des prestations discontinues à échéances successives. Donc, l'ensemble de ces éléments-là font que c'est bien souvent très complexe de réussir à se positionner sur le chiffre d'affaires et c'est pour ça qu'on a chaque année un lot assez important de positions de la commission des études comptables de la compagnie lorsqu'il y a des confrères qui la consultent pour des sujets divers. Donc, comme vous le savez, effectivement, en termes de comptabilisation du chiffre d'affaires, il y a le fait générateur de comptabilisation qui est différent de la facturation. C'est vraiment l'acquisition du produit au cours de l'exercice et à la date de clôture. Et ensuite, il faut distinguer le rythme de reconnaissance du chiffre d'affaires dans le temps, quand on est sur de la prestation continue, par exemple. Donc là aussi, la commission des études comptables de la compagnie va systématiquement analyser le contrat et notamment ses conditions générales de vente qui vont permettre de se positionner. Donc, comme vous le savez, on fait forcément la distinction entre la facturation et le fait générateur, et ensuite entre le rythme de reconnaissance du produit et l'encaissement du produit. Alors, on aborde ici une première réponse qui est intéressante, et ça, on en a chaque année, c'est tout ce qui a trait au mode SaaS, c'est très compliqué. Comme vous le savez, l'autorité des normes comptables a publié un règlement il y a quelques semaines sur les solutions informatiques. On voit effectivement que l'autorité des normes comptables, à ce niveau-là, elle a repris les différentes positions historiques de la commission des études comptables pour balayer tous les sujets. Donc, sur cet exemple-là, sur ce cas de figure-là, on est sur le droit d'utilisation à distance d'une application en mode SaaS dans le domaine médical. Et on est dans le mode SaaS et on a en fait une prestation associée d'hébergement et une prestation de maintenance. Donc tout ça fait partie d'un contrat global d'une durée initiale de 12 mois renouvelable par tacite reconduction. Et le client, il peut se connecter à son application 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de jalon d'opération durant ces 12 mois. Donc on voit à ce niveau-là effectivement qu'on a une prestation continue parce que l'opérateur peut se connecter en permanence. Et donc cette prestation, en fait, elle fait l'objet d'une redevance mensuelle. Et dans cette redevance mensuelle, il y a systématiquement l'application, le droit de connexion, la prestation d'hébergement. Comme on est en mode SaaS, on a forcément l'hébergement qui va avec. Et enfin, la maintenance qui est associée à ce contrat.
Donc, la façon dont la commission a analysé en fait ce cas de figure, donc c'est relativement simple. Donc la première question qu'on se pose, c'est est-ce que les prestations sont dépendantes sur le plan technique? Et effectivement, c'est la réponse qui est apportée ici, c'est-à-dire qu'en fait, l'accès à l'application donne obligatoirement droit et nécessite obligatoirement l'hébergement et la maintenance qui est associée. Sur le plan financier, on a une redevance qui est globale et on ne sait pas faire la distinction, ni l'opérateur, ni le client. Et enfin, est-ce qu'on peut considérer que les prestations d'hébergement et de maintenance sont des prestations annexes et accessoires? Là, non, on ne peut pas les dissocier. On ne peut pas uniquement prendre l'accès à l'application sans forcément prendre l'hébergement et la maintenance. Donc, de ce fait, la commission des études comptables de la compagnie a estimé en fait qu'il fallait reconnaître le chiffre d'affaires de manière étalée dans le temps pour le prix global de la redevance. Donc, admettons, quand on se positionne à une date de clôture, on a tout simplement à comptabiliser chez l'utilisateur en fait une charge constatée d'avance au titre des éventuels excédents qui ont été passés dans les charges de l'exercice. La deuxième réponse, c'est assez original. C'est comment comptabiliser une offre viager. Donc là, en fait, c'est une entreprise qui acquiert des biens immobiliers sous forme de viager et qui, au terme de l'exercice du viager, va mettre à disposition, il va vendre en fait les biens à des clients. Donc imaginez un peu le modèle économique. On achète des biens immobiliers en viager, ce qui fait qu'on verse initialement le bouquet, plus on va comptabiliser l'actualisation des redevances sur l'espérance de vie du crédit rentier. C'est comme ça qu'on comptabilise un viager, c'est un petit peu morbide effectivement, mais c'est comme ça que ça se passe. On estime l'espérance de vie, ce qui va nous permettre de valoriser la valeur du bien. Et pour les rentes restant versées jusqu'au décès du crédit rentier, on constate une dette. Ce qui fait qu'au cours de l'exercice du contrat viager, nous avons l'amortissement du bien immobilier, nous avons des frais de fonctionnement, nous avons des charges relatives et annexes et accessoires relatives à ce contrat, mais nous n'avons pas les produits. Donc là, imaginez un petit peu la question que s'est posée la société en tant que telle. La société est un petit peu pénalisée parce qu'elle n'a que des charges, elle n'a pas les produits en face. Et donc, elle a souhaité savoir s'il était possible de constater un produit de cession latent. Effectivement, moi, je vous avoue que la question est un peu tirée par les cheveux. Et la réponse de la compagnie était très, très brève. Donc effectivement, on ne peut comptabiliser à la clôture d'un exercice que les produits qui sont réalisés et acquis. On ne peut pas anticiper des produits de cession latents, on n'est pas dans le cas de figure de charge, par exemple. Donc dans son modèle économique, on va avoir toutes les charges au cours de ce viager, l'amortissement, l'entretien et autres. Et à la fin du on ne pourra comptabiliser la cession que lorsqu'on aura effectivement l'acte notarié de vente au client définitif. Voilà. On va passer maintenant aux immobilisations, donc avec un bref rappel des textes. Donc rappelez-vous, le 1er janvier 2005, c'est l'application du règlement 2002-10 du CRC et du règlement 2004-06 du CRC. C'est tout simplement des transpositions des normes internationales dans le droit comptable français, avec notamment la décomposition des immobilisations en différents composants, et aussi de nouvelles règles sur l'évaluation et les dépréciations des actifs. Donc là, c'était vraiment une transposition, ça a été en quelque sorte un Big Bang, mais qui remonte quand même, et on est confronté chaque année à des problématiques. Une problématique qui apparaît, on verra tout à l'heure, c'est notamment l'éventuelle existence et l'apparition d'indices de perte de valeur sur des actifs. Quand on a un indice de perte de valeur sur un actif immobilisé, il faut réaliser ce qu'on appelle un test de dépréciation, c'est-à-dire qu'on va évaluer soit la valeur, on va évaluer la valeur actuelle, qui est soit la valeur vénale au dire de marché, soit la valeur d'usage, sur la base d'une méthode d'évaluation et notamment la méthode d'actualisation des flux futurs de trésorerie. Et lorsque la valeur nette comptable est supérieure à cette valeur actuelle, il faut passer à une dépréciation. Et aussi un autre cas de figure qu'on rencontre fréquemment, ce sont tous les biens, qu'ils soient corporels ou incorporels, qui sont développés en interne. Donc là, la difficulté, c'est bien souvent de savoir à quelle période et pour quel actif on va pouvoir en fait activer en fait des frais internes et ensuite comment les mettre en service et les amortir. Alors justement, on a un premier exemple ici avec une société qui développe un dispositif médical. Donc là, en fait, ce dispositif médical est développé en interne et l'objectif, c'est ensuite de le fabriquer, de le commercialiser. Donc on est en phase d'étude et durant cette phase d'étude, pour pouvoir le commercialiser sur le marché européen, il faut obtenir le fameux marquage CE. Et la question qui est posée ici à la compagnie, c'est de savoir si on peut commencer à activer des frais alors qu'on n'a pas encore le marquage CE.
Donc, vous voyez bien un peu le contexte. On est sur une entreprise du domaine de la recherche et développement qui engage chaque année un certain volume sur de la recherche et développement et qui, de ce fait, est un petit peu pénalisée parce qu'elle ne constitue pas d'actifs. Et là, en fait, dans ce cas de figure-là, cette société-là fait entrer des fonds au sein de son capital. Donc, vous voyez, on essaye un petit peu d'enjoliver les choses. Et ce qui est tout à fait normal, c'est une méthode de référence. On peut activer ce type de frais. Pour autant, il y a ce fameux marquage CE. Parce que si on n'a pas le marquage CE, on ne peut pas commercialiser sur le marché européen. Et là, en fait, la société, elle indique en fait qu'elle souhaite également commercialiser ce produit dans d'autres pays du monde, hors Europe. Et en dehors d'Europe, on n'a pas forcément besoin du marquage CE. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut activer de manière raisonnable en fait les coûts de recherche et développement. Alors, rappelez-vous un peu les conditions nécessaires pour activer en fait des frais de recherche et développement. Il nous faut une faisabilité technique du produit, des perspectives de réussite commerciale. Il nous faut une capacité de l'entité à mener à bien en fait, à mener à bien son projet, notamment avec des financements. Et enfin, effectivement, il faut pouvoir évaluer ces frais internes. Donc là-dessus, la compagnie a allé dans le sens de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément nécessaire d'avoir ce marquage CE parce qu'on peut aussi s'orienter en dehors du marché européen. Donc de ce fait, nonobstant le marquage CE, on peut commencer à immobiliser des coûts en interne. Donc on les aura dans un premier temps en immobilisation en cours et on les passera en mise en service lorsque le développement sera finalisé et que l'entreprise sera à même effectivement de commercialiser le produit. Donc là aussi, la question qui se pose, c'est que la société, elle va pratiquer un changement de méthode, parce que jusqu'à présent, elle passait ses frais de recherche et développement dans les charges. Et là, elle va être amenée à les comptabiliser dans les actifs. Alors, comme vous le savez, un changement de méthode, ça se fait traditionnellement de manière rétrospective, c'est-à-dire qu'on va retraiter les éléments antérieurs et les activer comme si on l'avait toujours fait, sauf que là, s'agissant de frais de recherche et développement, c'est plutôt compliqué parce qu'on ne peut pas remonter à un historique assez important. Donc en général, et c'est une dérogation aux pratiques comptables, si on n'est pas en mesure de le faire, on va comptabiliser ce changement de méthode de manière prospective dans le temps. Autre cas de figure, donc là, effectivement, c'est un cas très spécifique parce qu'il est question du traitement comptable d'un transfert de lit à un EHPAD. Alors, c'est très spécifique, pardon, mais pour autant, c'est intéressant parce que c'est vraiment un sujet, un cas d'école pour l'identification et la valorisation des immobilisations incorporelles. Donc là, on a une société qui acquiert, on a un EHPAD en forme de société commerciale qui va acquérir auprès d'un autre EHPAD une enveloppe de soins. Donc l'enveloppe de soins, c'est tout simplement l'autorisation d'exercer l'activité d'EHPAD. Donc en fait, on a un agrément pour un certain nombre de lits. Cet agrément, il est délivré par l'ARS et il a une durée d'autorisation de 15 ans. Cette durée de 15 ans, elle n'est pas limitée parce qu'on peut la renouveler à l'issue de la période de 15 ans. Donc rappelez-vous, pour reconnaître des coûts internes, pour reconnaître des coûts de développement incorporel, il faut être en mesure de les identifier. Ça doit porter sur des éléments qui sont séparables. Là, en l'espèce, on remplit bien le critère parce que l'agrément est bien séparable et peut être cédé ou transféré à un tiers et peut être évalué de manière fiable parce que là, en l'occurrence, on a une valeur et bien sûr, ça porte des avantages économiques futurs vu qu'on aura les redevances, enfin, on aura plutôt la dotation de l'assurance maladie pour l'exercice de cette activité d'EHPAD. Donc effectivement, cette acquisition d'enveloppe de soins pour un agrément d'EHPAD va être comptabilisée en immobilisation corporelle. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on va l'amortir ou est-ce qu'on va le déprécier? Donc, si on a une durée d'utilisation limitée, la règle, c'est l'amortissement. Là, pour autant, on a une durée d'autorisation qui est à 15 ans, mais renouvelable par tacite reconduction. Donc, on n'a pas forcément de règle d'amortissement. Donc, de ce fait, on va comptabiliser un actif incorporel qu'on ne va pas amortir, mais chaque année, il faut être en mesure de réaliser un test de dépréciation comme un fonds de commerce, parce qu'il n'y a pas de règle d'amortissement. Voilà. Un autre cas assez intéressant, donc là c'est une société de maraîchage sous serre qui utilise le procédé d'éclairage de technologie en LED. Donc on imagine effectivement une société de maraîchage sous serre qui en hiver va recourir à des LED pour sa production. Et donc là on nous dit
que ces LED, en fait, on va les utiliser 6 mois par an, du mois d'octobre jusqu'au mois de mars, les périodes hivernales. Et on va les utiliser 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Le producteur des LED s'est engagé à une durée de 25 000 heures. Donc ça, c'est quelque part la garantie qui a été octroyée. Donc ça signifie tout simplement qu'on estime que la durée de vie totale est de 25 000 heures. Et lorsque l'entreprise effectivement a acquis et a amorti ces fameuses LED, elle a fait le choix de les amortir sur 4 ans, de manière linéaire. Donc là, on comprend bien la question qui va nous être posée, c'est est-ce qu'on peut revenir sur ce choix d'amortissement linéaire de 4 ans parce que ça ne représente pas totalement la réalité économique du bien, vu que les LED, on va les utiliser 6 mois par an sur une durée totale de 25 000 heures. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut pratiquer l'amortissement selon les unités d'œuvre? Et donc là, la méthode des unités d'œuvre, elle paraît tout à fait appropriée parce que chaque année, on va être en mesure d'estimer le nombre d'heures d'utilisation des LED au sein des serres et on va être en mesure d'arrêter en fait un nombre d'heures chaque année à la clôture de l'exercice sur les 25 000 heures totales. Et en fonction de ça, on pourra déterminer effectivement la quote-part d'amortissement basée sur une unité d'œuvre. Voilà. Donc la société, elle va devoir générer un changement de durée d'amortissement. On avait autrefois l'amortissement linéaire sur 4 ans et on va devoir passer sur un amortissement sur l'unité d'œuvre. Alors il y a deux façons d'appréhender les choses. Soit on estime que la société, après quelques mois, quelques années d'expérience, reconsidère sa durée d'amortissement. Donc dans ce cadre-là, on est sur un changement d'estimation. On va pratiquer une révision prospective du plan d'amortissement. On prend la valeur nette comptable à l'ouverture de l'exercice et on va réajuster notre plan d'amortissement jusqu'à la fin des 25 000 heures. Deuxième cas de figure, on estime que l'entreprise s'est trompée. Voilà, c'est ce qu'on va appeler une correction d'erreur. Donc, on va refaire le plan d'amortissement de manière rétrospective et on va déterminer l'impact à l'ouverture de l'exercice. Et l'impact sera comptabilisé en résultat exceptionnel. D'ailleurs, on verra tout à l'heure sur la réforme de modernisation des états financiers que les changements comptables et notamment les corrections d'erreurs qu'on avait l'habitude de passer en résultat exceptionnel seront encore maintenus dans le résultat exceptionnel. Au niveau des actifs financiers, donc là, on pense principalement aux titres de participation, aux titres immobilisés, aux placements, à d'éventuelles opérations sur titres. Donc oui, comme les éléments incorporels qui ne s'amortissent pas, on doit réaliser chaque année des tests de dépréciation pour savoir si la valeur comptable des titres sont toujours justifiées. Et donc chaque année, on est obligé de mesurer la valeur actuelle. Là, c'est pareil. En termes de valeur actuelle, c'est soit la valeur vénale, au dire de marché, soit la valeur d'usage sur la base d'une méthode d'évaluation de type de société. Et donc, les principales problématiques qu'on rencontre traditionnellement, et là, ça va faire la transition, c'est notamment le traitement comptable d'un complément de prix. Alors, les compléments de prix, on a l'habitude d'en voir effectivement dans les contrats d'acquisition de titres de société. Et généralement, en fait, on a des compléments qui sont indexés sur l'EBITDA que va réaliser la cible au cours des exercices ultérieurs. Donc, si l'entreprise réalise les EBITDA qui étaient prévus, à la fin du fin, effectivement, le cessionnaire va devoir verser un complément de prix au cédant dans le temps. Voilà. Là, c'est un tout petit peu original parce qu'en fait, le cédant de la société, il s'engage à maintenir en fait tout simplement son partenariat commercial. C'est-à-dire qu'il va continuer à acquérir la solution technologique qui est commercialisée par la cible. Et le cas échéant, s'il continue à maintenir son partenariat, la société acquéreuse, le cessionnaire, va devoir verser le complément de prix. Donc la question qui a été posée, c'est est-ce qu'on peut, dans ce contexte-là, effectivement, appréhender le complément de prix dès l'acquisition de l'exercice? Alors la commission estime qu'ici, on a deux contrats qui sont très liés. On a le contrat d'acquisition et on a le contrat de complément de prix qui est basé en fait sur la capacité de la société qui cède à continuer à travailler avec la cible, enfin plutôt avec sa ancienne participation, et se fait en fait à continuer à lui générer des revenus. Donc là, la compagnie a donné son aval. Effectivement, si la société est en mesure d'évaluer la réussite et les conditions qui permettent de comptabiliser le complément de prix, on va l'appréhender dès la clôture. Alors rappelez-vous, un complément de prix, vous l'appréhendez, ça veut dire que vous anticipez tout simplement les flux de trésorerie que vous allez comptabiliser dans le temps, que vous allez verser dans le temps, pardon. Donc vous allez tout simplement comptabiliser un débit de titre de participation par une dette. Voilà. Et au fur et à mesure que vous verserez ces compléments de prix sur 1, 2, 3, 4 ans, vous allez éteindre votre dette par le versement de la trésorerie. Et bien sûr, si au cours d'une année, on n'a pas accompli les critères,
ben, on va tout simplement extourner la dette par les titres de participation. On va réajuster dans le temps tout simplement la valeur de la participation. Autre sujet qui est assez cocasse ici, c'est donc une contribution qui est versée à un fonds perdu à une filiale suisse. Donc on a une société française M qui acquiert 100% d'une société A située en Suisse. Et cette société A, elle a une filiale qui est la société B. Et on imagine que cette société B, elle a quelques difficultés de trésorerie dans le cadre du contrat d'acquisition qui a été convenu. Il a été convenu de verser une contribution à fonds perdu. Alors ça, c'est une particularité du droit comptable, enfin du droit suisse. Ça n'existe pas en droit français. Donc c'est une possibilité qui est prévue en Suisse. Et la société qui perçoit cette contribution à fonds perdu va le comptabiliser dans ses capitaux propres. Alors la question qui est posée ici, forcément, c'est comment comptabiliser cette contribution à fonds perdu. Voilà. Donc on n'a pas de référence en France, on ne sait pas ce que c'est. C'est une disposition qui n'existe pas. Donc là, il faut savoir que la commission des études comptables de la compagnie a saisi l'autorité des normes comptables, n'a pas encore eu la réponse à ce jour, mais en tout cas, elle s'est prononcée, la compagnie. Donc elle estime effectivement que cette contribution à fonds perdu va apporter de la valeur économique au sous-groupe, à cette fameuse sous-filiale. Et donc, comme on apporte une valeur économique, forcément, on apporte de la trésorerie, on va considérer que ça va renchérir en fait la valeur de la participation. Donc, cette contribution versée à un fonds suisse, on va tout simplement la comptabiliser dans les titres de participation. Alors après, bien sûr, il faudra en mesure de faire un test de dépréciation. Il ne faudrait pas que cette contribution en fonds perdu pour la sous-filiale B génère soit un financement de perte et de pertes structurelles. Au niveau des passifs, alors les passifs, c'est un des plus anciens textes de comptabilité internationale transposés dans le droit comptable français, rappelez-vous, au 1er janvier 2002. Donc depuis le 1er janvier 2002, on a une définition qui est assez claire des passifs. Ce sont donc des opérations qui sont issues en fait d'obligations vis-à-vis de tiers, qui génèrent des sorties de ressources à terme, certains ou probables, sans contrepartie équivalente. Donc dès lors que vous en êtes certain, c'est une dette. Par contre, effectivement, si ni l'échéance ni le montant est certain, il faut comptabiliser une provision. Donc là, traditionnellement, les sujets les plus complexes, ce sont les provisions pour coûts de démantèlement, les provisions pour restauration de site, et puis les provisions pour contrat long terme avec d'éventuelles pertes à terminaison. Et c'est un sujet qui est assez complexe, notamment dans le contexte actuel. Alors ici, on a un premier cas de figure, c'est avec une coopérative de commerçants. Donc à l'instar un fonds de garantie. Donc c'est-à-dire que les coopérateurs, en général, ils détiennent des parts sociales dans la coopérative et en même temps, ils vont être amenés à verser de la trésorerie sous forme de fonds de garantie. Donc ces versements sous forme de fonds de garantie ne génèrent pas forcément un accès au capital de la coopérative. On nous apprend également dans le montage qui est prévu, c'est que le remboursement, il intervient à la demande du coopérateur et il est remboursé à l'issue d'un délai de 2 années après l'Assemblée générale sur les comptes annuels. Mais pour autant, vous avez bien vu que le remboursement est bien demandé par le coopérateur et il peut être demandé par le coopérateur. Donc là, la coopérative a souhaité savoir si ce fonds de garantie peut être comptabilisé dans ses autres fonds propres plutôt que dans ses dettes. Et donc là, la compagnie a considéré effectivement que ce ne sont pas des quasi-fonds propres, ce ne sont pas des avances conditionnées. Et pourquoi? Tout simplement parce que l'adhérent, le coopérateur, il dispose de la faculté de demander le remboursement. Il peut demander le remboursement à sa seule initiative de manière individuelle. Et en outre, le fonds de garantie, lui, ne donne pas accès au capital, aux parts sociales de la coopérative. Donc de ce fait, ce fonds de garantie est ni plus ni moins que de la dette, de dette long terme, effectivement, à classer dans la dette financière du passif de la coopérative. On revient ici sur cette fameuse offre viager. Donc là, en fait, cette société qui acquiert des biens en viager, elle se finance avec des emprunts obligataires convertibles en actions. Donc il y a un financeur qui est derrière. Donc le financeur a certainement apporté du capital. Il a aussi mis un montage d'emprunts convertibles en actions. Et donc, comme vous le savez, quand vous avez un emprunt convertible en actions, en cas de non-conversion, la société qui a émis ces emprunts obligataires convertibles doit verser une prime de non-conversion. Donc, deux solutions, deux décisions à l'issue du terme des emprunts obligataires. Soit il y a conversion au capital, donc de ce fait, la dette qu'on a dans les comptes
est converti en capital, soit il y a non-conversion. La non-conversion implique un remboursement de la dette, mais aussi le versement d'une prime. Et lorsqu'on est en présence d'une prime de non-conversion potentielle, parce qu'elle n'est pas actée tout de suite, le financeur a toujours deux solutions. Lorsqu'on est en présence d'une prime de non-conversion, il faut être capable de mesurer aujourd'hui, d'évaluer aujourd'hui la sortie de cash en cas de non-conversion. Et donc cette sortie de cash fait l'objet en fait tout simplement d'une comptabilisation d'une dette dans les comptes par un actif. La prime de remboursement de non-conversion fait l'objet d'un actif et d'un passif. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de flux de trésorerie au niveau de notre bilan. Par contre, comme il faut anticiper à terme la constitution d'une dette, cette prime de non-conversion pour la part qui est l'actif fait l'objet d'un amortissement dans le temps. Et donc là, la question qui se pose, on est toujours dans cette société qui a posé les questions auprès de la compagnie, c'est est-ce qu'on peut envisager que la prime de non-conversion peut être comptabilisée en prime d'émission en cas de conversion. Donc là, imaginez, on arrive au terme de l'emprunt obligataire, on a à la fois la dette de l'emprunt obligataire et on a la dette de la prime de non-conversion au niveau de notre passif du bilan. Là, la société va convertir l'emprunt, ce qui fait que la dette obligataire va être convertie en capital et on aura constitué une prime de non-conversion. Pour autant, cette prime de non-conversion, elle n'aura plus lieu d'être. Ça ne constituera plus une dette. Donc la question qui est posée ici, c'est que peut-on faire de cette prime de non-conversion? Donc il y a deux approches. La première approche est de comptabiliser cette dette en produit financier. Donc là, c'est intéressant, ça vient dans le résultat de l'exercice. Et la deuxième approche, c'est effectivement, et c'est une possibilité, c'est pas une pratique courante, mais c'est une possibilité de comptabiliser cette prime de non-conversion en prime d'émission au niveau de nos capitaux propres. Donc voilà, il y a deux angles de vue, soit on comptabilise tout de suite en produit financier, soit on l'insère directement dans nos capitaux propres. Donc là aussi un sujet au niveau des comptes consolidés. Donc effectivement, quand on est sur des groupes consolidés en zone euro, c'est un peu un sujet qu'on a tendance à oublier. Mais effectivement, autrefois, on avait au sein d'échanges de groupes, on est amené à constituer des écarts de conversion intra-groupe dans les comptes consolidés, enfin dans les comptes annuels, pardon. Et ces écarts de conversion, si on a des paires de change, font l'objet d'une provision. Donc là, la question qui a été posée à la compagnie, si on a reconnu des écarts de conversion pour des entités intragroupes, est-ce qu'il faut les éliminer? Donc là, la compagnie a répondu tout simplement que les écarts de conversion qui étaient constitués au sein des filiales de groupe devaient être maintenus dans les comptes consolidés. Il n'y a pas d'élimination comme on pourrait l'avoir entre une créance et une dette. Voilà, donc on maintient les écarts de conversion actifs et passifs relatifs à des opérations intragroupes consolidées et on maintient, le cas échéant, la provision pour perte de change qui a été constituée dans la société, qui a constitué une perte de change potentielle. On va aborder le deuxième point, donc quelques points d'attention pour la clôture 2023. Alors vous le savez, le contexte, alors il n'est pas spécifique à 2023. Enfin voilà, depuis 2 à 3 ans, on parle maintenant du contexte économique et géopolitique. On a connu les années Covid avec quelques points d'attention un peu particuliers sur la valeur des actifs, sur la constitution de provisions. Vu le contexte actuel entre le conflit en Ukraine, le conflit dans la bande de Gaza, qui se passe actuellement en mer Rouge, on a quand même des incertitudes économiques qui peuvent marquer les comptes de certaines sociétés, avec des risques effectivement. Voilà, donc on peut parler de dépréciation des immobilisations. Pourquoi? Parce que on peut être amené à identifier des indices de perte de valeur. Voilà, on a un contexte général, l'augmentation des coûts d'énergie, l'inflation sur les prix. Donc forcément, on a des valeurs d'actifs, notamment des immobilisations ou des stocks ou d'autres créances qui pourraient être altérées du fait de ce contexte-là. Donc forcément, quand on réalise nos tests de dépréciation, qu'on va évaluer la valeur actuelle d'un bien, on peut constater des pertes de valeur. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus forcément la même rentabilité et plus la même rentabilité prévisionnelle de nos actifs. Et aussi, quand on réalise la valeur actuelle de nos actifs selon la méthode d'actualisation des flux futurs de trésorerie, eux-mêmes vont être impactés par la hausse des taux d'intérêt. Si on augmente les taux d'intérêt, ça va tasser la valeur de nos actifs, forcément. Donc ça, c'est un ensemble d'éléments, à la fois le contexte géopolitique, l'inflation, les coûts d'énergie, la hausse des taux d'intérêt qui a tendance effectivement à tasser en fait nos valeurs et qui peut être source tout simplement de dépréciation de nos actifs. Et enfin, deuxième sujet, l'amortissement des immobilisations. Donc là, on avait été confronté durant le Covid et le confinement par des arrêts d'activité. Donc la question qui se posait à l'époque, c'était est-ce qu'on peut réviser le plan d'amortissement?
Donc là, effectivement, on aura quand même tendance à dire qu'il faut quand même des réductions d'activité qui soient très marquées pour envisager une révision d'un plan d'amortissement. Mais c'est possible parce qu'on n'a pas utilisé nos actifs comme on devait le faire au cours d'un exercice. Autre cas de figure sur l'évaluation des actifs, donc les titres de participation. Imaginez, vous avez des titres de sociétés qui sont situés dans des zones de conflit ou dans des pays à forte inflation ou dans des pays instables économiquement et politiquement. Là, il va falloir concevoir quand même de nouvelles valorisations pour vos titres. On peut aussi avoir des impacts sur les stocks, dès lors qu'on a des stocks de produits finis ou semi-finis et qu'on constate une baisse d'activité. Il faut tenir compte de l'imputation rationnelle des coûts fixes parce que si vos stocks comprennent beaucoup de coûts fixes de production, en cas de baisse d'activité, on aura une survalorisation des stocks mathématiquement. Au niveau des prêts et des créances, donc là, c'est les mêmes problématiques que les titres de participation. Et enfin, au niveau des impôts différés et comptes consolidés, donc là, on a souvent effectivement on constate des impôts différés sur les déficits de certaines filiales. Et je dirais que la règle de base, c'est si on n'a pas un plan de remboursement de ces déficits à 3 ans, ça devient quand même très délicat d'activer des impôts différés. Et puis au niveau de nos passifs, là, on sera plutôt confronté aux problématiques des provisions pour perte à terminaison. Imaginez, on a des contrats à long terme. Et le budget initial qu'on avait estimé, c'est quand même surenchéri du fait de l'inflation, du fait des difficultés d'approvisionnement, du fait des difficultés de réalisation de certains marchés. Et la marge bénéficiaire qu'on avait identifiée initialement va devenir déficitaire. Donc là, il faut être en mesure de constater des provisions. Au niveau des indemnités de fin de carrière, donc là, on a la problématique de l'évolution du taux d'actualisation. Donc rappelez-vous, au 31 décembre 2021, on avait un taux d'actualisation à 0,98%, qui est donc le taux iBoxx AA 10+. Et ce taux, il est passé à 3,77 l'an dernier, il me semble à 3,17 cette année. Donc forcément, quand on a une hausse du taux d'actualisation, on a un tassement des provisions afférentes et vice-versa. Et aussi dans le contexte actuel, on a quand même une inflation et une révision des salaires. On peut réestimer en fait le taux d'inflation dans notre évaluation des IFC. Et enfin, dernier sujet d'importance, c'est l'existence effectivement de covenants sur des dettes seniors. Donc là, attention, si la société cible ne respecte plus les covenants, on peut avoir un bridge covenant, c'est-à-dire le financeur qui va demander l'exigibilité anticipée de la dette. Donc là, c'est un sujet très, très, très délicat. Mais il faut l'anticiper avec une renégociation des dettes, parce que sinon ça veut dire qu'on constate l'exigibilité anticipée au niveau de nos comptes, et notamment de l'annexe et de l'état des dettes. Dans l'état des dettes de l'annexe, on devra mettre toute la dette à moins d'1 an, quand bien même on a réussi à la renégocier a posteriori. Mais c'est la règle. La commission d'études comptables s'était positionnée sur ce sujet il y a quelques années. D'autres points d'attention, donc là je vais pas m'éterniser sur ce sujet-là, hein, donc on les connaît un peu tous, notamment les problématiques des verrons postérieurs à la clôture. On l'a suffisamment vécu avec le conflit en Ukraine ou alors avec la crise Covid. La continuité d'exploitation sur des filiales qui peuvent être fortement impactées par l'activité, des problèmes d'approvisionnement et de transport. Bon, on le voit depuis quelques semaines avec ce qui se passe en mer Rouge. Les cargos sont obligés de faire tout le tour et ça rallonge de plusieurs semaines la livraison des biens. Donc voilà, il faut quand même être relativement ouvert à ce qui se passe actuellement et mesurer les impacts sur les comptes et sur l'arrêté 2023. Et évidemment, il faut faire les descriptions idoines au niveau de l'annexe des comptes annuels. Donc, il faut émettre un paragraphe de faits majeurs qui décrit le contexte économique et géopolitique pour la société. Quelle est l'exposition de la société aux conflits dans le monde? Quelle est l'exposition de la société aux difficultés d'approvisionnement? Quelle est l'exposition de la société au niveau de l'inflation, des coûts matières, des coûts d'énergie? Donc tout ça, ça se décrit dans l'annexe parce que ça peut avoir des répercussions au niveau de la valorisation de nos actifs, de nos dépréciations, de la constitution des provisions, voire des éléments postérieurs à la clôture. Bon, là, à ce jour, les éléments postérieurs à la clôture, on est mi-février, donc on n'a pas de sujet très sensible, mais c'est toujours du cas par cas en fonction de l'activité et de l'exposition de la société. Alors là, ça fait un petit peu réchauffer, c'est le traitement comptable de la prime de partage de la valeur. Donc, comme vous le savez, c'est un dispositif qui a été mis en place en 2022. Donc cette prime, effectivement, elle est exonérée de cotisation à hauteur de 3 000 € ou de 6 000 € si on dispose d'un accord d'intéressement. Et en fait, le sujet, c'est ce qu'on va reconnaître dans les comptes au 31 décembre de l'exercice. Alors, si on a une communication de l'employeur qui est suffisamment explicite pour qu'elle puisse faire naître une attente de la part des salariés, on va devoir constituer un passif. Par contre, si on n'a pas eu de communication, officielle ou non,
Si c'est une décision qui va venir plus tard, après le 31 décembre, on peut néanmoins mentionner l'information dans l'annexe. Donc il y a trois façons de voir les choses. Première situation, on a bien une décision unilatérale de l'employeur, un accord d'entreprise avant la date de clôture au 31 décembre 2023. Donc à ce niveau-là, le montant de la prime fait l'objet tout simplement d'une charge à payer dans nos comptes. Première situation, la dette est certaine. Deuxième situation, on a simplement une communication de l'employeur sur le versement d'une prime. On peut ou non fixer le montant, pour autant, elle n'est pas encore formalisée. On n'a pas encore conclu d'un accord, d'une décision unilatérale. Donc dans ce cas, on est bien en présence d'un passif, mais on est plutôt sur la forme d'une provision. Et cette provision peut être ajustée assez finement en fonction de la décision qui va survenir en janvier, février, mars, N+1. Et enfin, troisième situation, on n'a eu ni accord ni communication et on est simplement au stade des réflexions. Donc à ce moment-là, on ne constate pas de passif, mais on peut envisager une information en annexe. Autre sujet d'importance cette année, c'est l'incidence de la réforme des retraites sur les engagements de retraite. Donc, comme vous le savez, l'âge légal de départ à retraite est passé à 64 ans. Alors, rappelez-vous la façon dont on constitue une provision pour indemnité de fin de carrière. C'est la méthode des unités de crédit projetées, c'est-à-dire que chaque année de service au sein de l'entreprise va vous créer une unité et que vous allez ensuite estimer, évaluer jusqu'à l'âge de départ à retraite. Et on va l'anticiper en fonction de la table de mortalité, en fonction de l'inflation des salaires, parce que forcément il y aura révision salariale dans le temps. Et à la fin, on évalue en fait cette indemnité qui est versée aux salariés, qui représente un certain montant, un coût charge comprise. Et en fait, chaque année, on est amené à constater une unité de crédit projeté. Donc, quand on se positionne aujourd'hui au 31 décembre 2023, quand on sait que l'âge légal est passé à 64 ans, on va tout simplement avoir un allongement de la durée de cotisation des salariés. Donc, ça signifie qu'on va augmenter notre droit à indemnité de fin de carrière. Pour autant, on va avoir une durée d'actualisation plus longue. Donc aujourd'hui, au 31 décembre 2023, quand on rééchelonne l'indemnité dans le temps et ces fameuses unités de crédit projetées, on va diminuer l'engagement. Donc l'un dans l'autre, l'impact ne va pas être significatif dans les comptes. Mais il faut faire très attention, il faut vraiment le mesurer. Les logiciels font ça très bien. On peut aussi avoir d'autres impacts, effectivement, en cas de médaille du travail, de congé de fin de carrière. Voilà, forcément, dès qu'on touche l'âge de départ du salarié, il y a tous les passifs post-emploi qui vont être touchés. Alors, comment on comptabilise l'impact de la réforme? Donc, je parlais d'un coût d'un service passé. Alors, donc là, on va revenir sur des notions qui sont très comptables. Donc, rappelez-vous, en France, on applique la recommandation ANC 2013-02 pour évaluer les engagements de fin de carrière et les provisions. Donc, il y a deux méthodes au niveau des coûts des services passés et des changements de régime. Soit on se positionne le 31 décembre 2023 et l'impact de cette réforme et de cette évaluation va être amorti dans le temps, de manière linéaire, jusqu'à l'âge de départ de chaque salarié à 64 ans. Soit on comptabilise tout de suite sur la méthode 2 l'impact dans le stade d'exercice. Et si on n'applique pas ce règlement 2013-02, cette recommandation 2013-02, eh ben, ce changement d'estimation est passé en résultat d'exercice. Donc ça ne change pas par rapport à la méthode 2. Et puis évidemment, si vous ne provisionnez pas les engagements de fin de carrière, il y a l'information en annexe qui est altérée. Donc là, il faudra quand même bien préciser en annexe que l'évaluation a tenu compte du report de l'âge à 64 ans. Donc là, un sujet original, c'est une affaire assez ancienne qui a fait l'objet d'un arrêt du Conseil d'État en juillet 2022. Donc on était en présence d'une société qui a estimé que les titres qu'elle détenait représentaient des titres de participation. Pour autant, il n'y avait que 2,2% du capital de la société cible. Et elle estimait que c'était des titres de participation parce qu'elle s'était engagée de manière durable. Elle avait manifesté son intention d'exercer une influence stratégique sur la cible, malgré les 2,2% du capital. Et enfin, effectivement, voilà, il y avait une relation d'affaires entre cette société et la société cible de 2,2% du capital. Alors pourquoi c'est important ici ce reclassement en titre de participation? Pour la simple et bonne raison qu'il y a le régime fiscal des plus-values nettes à long terme qui est derrière. Et en fait, quand on recherche quel est cet arrêt du Conseil d'État du 22 juillet 2022, c'est tout simplement la société Areva qui avait acquis en 2005 2,2% du capital de Suez. À l'époque, il y avait une relation d'affaires entre Areva et Suez en 2005. Et les titres de participation de Suez détenus par Areva ont été cédés à GDF en 2008, dans le cadre de la fusion de Suez par GDF.
Et rappelez-vous, en 2008, le régime des plus-values nettes à long terme est passé à 2%. Donc vous comprenez un peu quels étaient les enjeux à ce niveau-là de qualifier ces titres de qualifier ces titres de titres de participation, tout simplement pour bénéficier du régime des plus-values nettes à long terme de 0%. Et donc l'impact était quand même significatif parce que 2,2% du capital de Suez chez Areva, c'était 585 millions d'euros. Donc la plus-value à imposer était quand même significative. Et donc le Conseil d'État a donné raison à Areva après toutes ces années. Autre sujet qu'on a aussi abordé dans la loi de finances de 2024, c'est la transposition de la directive pilier 2 dans le droit comptable et dans le droit fiscal français. Donc rappelez-vous, c'est un régime d'imposition minimal des grands groupes consolidés qui ont un chiffre d'affaires de plus de 750 millions d'euros. C'est-à-dire que les groupes à l'international qui ont des filiales dans plusieurs zones fiscales au niveau international vont devoir justifier un taux minimum d'imposition à l'impôt sur les sociétés de 15%. Donc, quand on est en France avec des filiales en France, on n'est pas concerné par le problème parce qu'on a une imposition de nos bénéfices de 25%. Mais admettons, on a des filiales qui sont situées dans d'autres pays. On peut citer l'Irlande et d'autres qui n'ont peut-être pas forcément de taux minimum de 15%, ou alors des mécanismes de réduction d'assiette. À la fin du fin, quand on détermine le taux minimum d'imposition, c'est-à-dire le résultat net consolidé, l'imposition au niveau consolidé sur le résultat net consolidé, on peut avoir une imposition de moins de 15%. Donc dans ce cas de figure-là, effectivement, il faut constater un impôt minimal à partir de 2024. Et la question qui a été posée, et l'autorité des normes comptables s'est positionnée, c'est est-ce qu'on est amené aujourd'hui à constater des impôts différés au titre du complément à reverser plus tard. Et donc l'autorité des normes comptables s'est positionnée contre en fait la comptabilisation d'impôts différés. Mais par contre, il faudra l'information quantitative et qualitative en annexe. On revient effectivement sur le projet de modernisation des états financiers qui n'est plus un projet. Donc maintenant, on le sait, à partir du 1er juillet 2025, on va devoir appliquer cette réforme d'ampleur au niveau comptable. Donc les objectifs poursuivis par l'autorité des normes comptables, c'est la digitalisation des comptes annuels. Alors forcément, pour digitaliser des comptes et publier des comptes avec des structures digitalisées, il va falloir les harmoniser. Voilà, donc ça c'est un premier point. Et puis on a voulu aussi les mettre à jour les modèles de compte et de nomenclature, les simplifier et aussi les moderniser tout simplement. Donc cette réforme elle va être applicable à partir du 1er janvier 2025 et il sera possible de l'appliquer de manière anticipée au 31 décembre 2024. Alors quelles sont les principales modifications de ce règlement-là? Ce qui est important, c'est tout simplement une nouvelle définition de résultat exceptionnel. Donc, comme vous le savez, dans le droit comptable français, le résultat exceptionnel est quand même très peu défini. C'est souvent une question d'appréciation. Et là, en fait, on va aussi s'appuyer sur le jugement. Mais on va s'appuyer sur le jugement en fonction du modèle économique de l'entreprise. Donc, désormais, ne sera un résultat exceptionnel, des opérations de résultat exceptionnel, que les événements majeurs, c'est-à-dire qui ont une influence sur les utilisateurs qui utilisent les comptes pour porter une décision. Et il faudra que ce soit un événement inhabituel. Un événement inhabituel, c'est un événement qui n'est pas lié à l'exploitation normale et courante de l'entité, qui ne s'est pas produit au cours des exercices antérieurs et qui a peu de chances de se produire à nouveau. Donc vous voyez, événement majeur, événement inhabituel, on cite quelques exemples, l'expropriation, une cyberattaque, une catastrophe naturelle, ou alors l'abandon d'une activité. Donc les charges et produits qui sont directement liés à un événement majeur et inhabituel feront l'objet, effectivement, permettront d'être comptabilisés en exceptionnel. Par contre, les charges et les produits qui ne sont pas directement liés à cet événement ne pourront pas être comptabilisés en exceptionnel. Et à la fin, l'objectif, c'est d'avoir en reste exceptionnel les provisions réglementées qui seront toujours dans l'exceptionnel, les corrections d'erreurs et les changements de méthode comptable, et donc ces fameux événements majeurs inhabituels. Donc ici, vous avez un arbre de décision. Donc, premier cas de figure, est-ce qu'on est en présence d'un événement majeur inhabituel, oui ou non? Si oui, a-t-on des produits et des charges qui sont directement liés à cet événement? Oui. Est-ce que ces produits et des charges supplémentaires n'auraient pas été constatés en l'absence de cet événement? Oui. Donc, à ce moment-là, on comptabilise les opérations dans le reste exceptionnel. Donc, on verra quelques exemples à la suite pour expliquer ça. Donc, effectivement, on est encore une fois dans le jugement professionnel.
Et donc là, il est question de juger les opérations les unes après les autres et surtout de les mettre au regard du modèle économique de l'entreprise. On peut citer l'exemple des loueurs de véhicules. Une cession d'un véhicule, ça se comptabilise en résultat exceptionnel. Pour autant, quand on est chez un loueur de véhicules, dans le modèle économique, on acquiert un véhicule et on le cède 24 mois après toute une période d'utilisation. Et on peut, chez les loueurs de véhicules, reclasser cette plus-value de cession ou cette moins-value de cession dans les éléments d'exploitation. Et là, clairement, on est dans cette application. Et un élément qui est aussi très important, c'est que lorsqu'on est dans un groupe, on peut très bien avoir un événement exceptionnel pour une filiale, mais qui ne devient plus exceptionnel au niveau du groupe, au niveau des comptes consolidés. Pourquoi? Parce que l'événement qui était majeur au niveau de la filiale ne l'est plus au niveau des comptes consolidés. Et peut-être aussi que l'événement qui était inhabituel au niveau de la filiale ne l'est peut-être plus au niveau du groupe consolidé. Donc là, vous voyez, on sera encore et toujours dans le jugement, dans l'appréciation. Ici, on voit quelques exemples. Donc là, il est question d'une entreprise qui renouvelle son outil de production. Elle va céder ses actifs, ses immobilisations, et elle va dégager une plus-value de cession liée à ces opérations. Donc, est-ce qu'on est en présence d'un élément majeur inhabituel? La réponse est non. C'est peut-être un événement majeur, mais qui n'est pas inhabituel. Pourquoi? Parce que c'est un simple renouvellement de l'outil de production et on continue à exercer cette activité. Donc, la plus-value de cession sera comptabilisée dans l'exploitation. Deuxième cas de figure, donc là, on est aussi en présence de cession des actifs, mais dans le cadre d'un abandon d'une branche d'activité. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, on abandonne une activité, on cède les immobilisations afférentes, on ne renouvelle pas. Donc là, on est bien en présence d'un événement majeur inhabituel à comptabiliser dans le résultat exceptionnel. Troisième cas de figure, et celui-ci est important à bien comprendre. Donc, c'est une société qui subit un arrêt d'activité lié à un incendie. Donc, elle est en arrêt d'activité pendant 5 mois. Durant les 5 mois, elle continue à supporter des charges, les loyers, les charges de personnel, les impôts locaux, on peut imaginer toutes les charges. L'entretien, c'est logique, ce sont des charges fixes, on continue à les supporter. Et on perçoit ici une indemnité d'assurance pour compenser la perte d'exploitation. Donc la première question, c'est les charges qui ont été encourues pour la perte d'activité, est-ce qu'on peut considérer que c'est de l'exceptionnel? Et enfin, deuxième question, est-ce que l'indemnité d'assurance est à passer en exceptionnel? Donc là, effectivement, c'est un point qui avait été noté tout à l'heure. Les charges qu'on a supportées durant cette période d'arrêt d'activité, on les aurait supportées même en présence, en continuité d'activité. Donc de ce fait, on n'est pas sur un événement, on n'est pas sur des charges directement liées à un événement majeur inhabituel, on est sur des charges qu'on aurait supportées sans cet événement majeur inhabituel. Donc ces charges-là, c'est-à-dire les charges fixes de l'entreprise, de l'usine, doivent être maintenues en charge d'exploitation. Et forcément, comme on maintient nos coûts en charge d'exploitation, l'indemnité d'assurance qu'on va percevoir doit être comptabilisée en produit d'exploitation. Donc vous voyez, cette nuance-là est bien très importante parce qu'il faut bien tenir compte des charges des produits qui sont directement liés à l'événement majeur inhabituel. Autre cas de figure, c'est le principe de la provision pour litige, par exemple, qu'on constitue par exemple en 2023. On a un litige. En 2023, on peut encore comptabiliser cette provision dans le résultat exceptionnel, en charge exceptionnelle. Que fera-t-on en 2025, 2026, 2027 quand on la reprendra? On peut imaginer qu'en 2027, par exemple, la procédure judiciaire touche à sa fin et la provision pour 100 qu'on avait constatée en 2023 fait l'objet finalement d'une indemnité de 90. Donc à ce moment-là, comme on avait passé l'élément en exceptionnel en 2023, on doit constituer la charge et le produit, la charge et la reprise de provision en exceptionnel en 2027. Voilà. D'autres dispositions de cette réforme comptable ont donc la suppression des transferts de charges. Donc rappelez-vous, les transferts de charges sont peu lisibles parce qu'on y trouve beaucoup de choses. On y trouve notamment des remboursements de charges sociales, des remboursements d'aides salariales. On va y retrouver des refacturations intra-groupes, on va y trouver des indemnités d'assurance et donc ces transferts de charges, on va les supprimer. Ce qui fait que les remboursements de charges, les avantages en nature qu'on comptabilisait dans ces transferts de charges vont être comptabilisés en déduction des charges de personnel. Les indemnités d'assurance qu'on avait l'habitude de comptabiliser en transfert de charges vont être comptabilisées dans les postes d'autres produits d'exploitation. Donc on va tout simplement reclasser ce qui existait déjà en 791 en transfert de charges. Une modification du plan de compte, effectivement, le plan de compte qui va être proposé avec cette réforme, c'est une
c'est une suppression d'environ 200 comptes. Alors pour autant, l'entreprise pourra toujours continuer à créer des subdivisions, hein, là on n'a pas de limite, mais on va avoir un certain nombre de comptes qui vont être supprimés. On va aussi avoir une réforme des modèles des états financiers. Donc, on n'aura plus le système développé, le bilan en liste, le système de base, on n'aura plus qu'un seul. Voilà, on aura en fait une homogénéisation et peut-être aussi une simplification à la lecture des modèles qui existaient déjà. Et au niveau de l'information dans l'annexe, on va avoir des tableaux qui vont être proposés, mais quelque part, on les avait déjà dans les textes comptables actuels. Mais là, on a vu à la lecture du texte qu'en fait, on pourra également proposer en annexe un tableau de flux de trésorerie, ce qui n'était pas forcément le cas jusqu'à présent. Donc là, à voir et à suivre, parce que c'est toujours intéressant de pouvoir analyser un tableau de flux de trésorerie. Donc, quelles sont les conséquences? Comme vous l'avez constaté, effectivement, il va falloir faire appel au jugement. Il va falloir faire appel au jugement sur les éléments majeurs inhabituels en fonction du modèle économique de l'entreprise. Ça va générer des modifications des schémas d'écriture comptable. Donc, attention en quelque sorte à votre système d'information et aux écritures automatiques que vous pouvez avoir entre votre ERP et votre système comptable. Et enfin, il va falloir adapter tout simplement les modèles d'état financier. Alors, il faut quand même l'anticiper parce que comme on l'avait vu avec la réforme du plan comptable, avec la réforme comptable du secteur non lucratif, les éditeurs n'ont pas tous été très au fait et n'ont pas tous proposé de suite les nouveaux modèles d'état financier. Et comment fera-t-on lors de la première application? Effectivement, on va générer au 1er janvier 2025, ou plutôt au 31 décembre 2025, de nouveaux modèles de compte. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on va faire des reclassements sur l'exercice N-1, l'exercice 2024? Alors non, là on laissera au 31 décembre 2024 ce qui figure en transfert de charge et ce qui figure en exceptionnel sans pour autant requalifier ces opérations-là. Ce qui fait qu'en termes de lecture, on va avoir plusieurs lignes de compte et là on l'a aussi connu lorsqu'il y a eu la réforme comptable du secteur non lucratif. On a eu un exercice 2020 qui contenait plusieurs lignes qui avaient vocation à être supprimées au fil du temps. On va faire un petit retour sur le projet de règlement relatif au chiffre d'affaires. Donc là aussi, c'est un projet qui est toujours en projet au niveau de l'autorité des normes comptables. Je voulais dire dans les cartons, mais c'est presque ça. Donc rappelez-vous, en 2019, on a lancé un projet par l'autorité des normes comptables. L'idée, comme on l'évoquait tout à l'heure, c'est que les modalités de comptabilisation du chiffre d'affaires sont très souvent adossées sur la doctrine de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et c'est souvent très difficile de se positionner. Et donc là, l'objectif qui est alloué en fait à l'autorité des normes comptables, au régulateur, ça va être tout simplement de définir un modèle qu'on pourra apprécier et appréhender en fonction du modèle économique de l'entité. Un peu comme la norme IFRS 15 au niveau des IFRS. Admettons, vous êtes une société holding, vous avez les dividendes, les intérêts des comptes courants. Si on s'en tient à cette réforme-là, on pourra constater les produits d'activité en chiffre d'affaires. Donc, quand on est une société holding, on a vocation à recevoir des dividendes et des intérêts de compte courant, on pourra classer ces éléments-là dans le chiffre d'affaires. C'est assez étonnant, mais c'est la lecture du texte. Bien sûr, ça pose beaucoup de questions. Alors, que va proposer l'autorité des normes comptables à terme? C'est tout simplement une grille de lecture qui pourra permettre d'appréhender en fait les modalités de comptabilisation de notre chiffre d'affaires. Voilà, donc c'est clairement la démarche qu'on a dans IFRS 15. Première étape, on identifie l'accord, c'est-à-dire on identifie le contrat, quelles sont les obligations des parties au niveau de ce contrat. Deuxième étape, l'identification des livrables. Donc quels sont les livrables? Des biens, des services. Est-ce qu'ils sont distincts? Est-ce qu'ils sont associés les uns des autres? Est-ce qu'ils sont interdépendants? Ça aussi c'est important en termes de reconnaissance en fonction de la réalisation des transactions. Quatrième étape, l'évaluation du chiffre d'affaires. Quels sont les éléments du prix? Est-ce qu'on a un prix fixe? Est-ce qu'on a des prix variables? Est-ce qu'on peut appréhender ces éléments variables? Et enfin, quatrième étape, le fait générateur, c'est-à-dire la délivrance du produit. C'est-à-dire quel est le moment, à quel moment on transfère la propriété d'un bien ou d'un service au client. Donc là, ce sera tout simplement une grille de lecture en 4 étapes qui nous permettra de savoir comment on va comptabiliser notre chiffre d'affaires. Donc là, vous voyez, on va de nouveau, une fois de plus, se reposer sur le jugement professionnel, sur l'appréciation d'un modèle économique. Il va de soi, avec cette méthode-là, qu'on aura, à mon avis, toujours autant de consultations de la commission des études comptables de la compagnie. Donc oui, quelques questions qui se soulèvent quand même, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a quand même des points de blocage et que le projet
le projet ne touche pas à son terme, hein, c'est-à-dire que si on commence à toucher un petit peu au chiffre d'affaires et aux modalités de comptabilisation des chiffres d'affaires, on va avoir des difficultés sur le plan fiscal. Là, il va falloir que la fiscalité s'aligne sur la comptabilité avec certaines répercussions en termes de seuil d'application, en termes de base d'imposition. Il faudra savoir si on doit obligatoirement ou non se baser sur le modèle économique de l'entreprise. Pas facile. Et donc là, la compagnie en fait a tout simplement consulté et a appuyé en fait ces éléments-là auprès de l'autorité des normes comptables. Donc on attend effectivement les retours. Donc voilà, quels sont les enjeux potentiels? Ben, vous avez bien compris, c'est les modalités de reconnaissance du chiffre d'affaires et l'étalement dans le temps. C'est un recours qui est accru au jugement et aux estimations. Qui dit jugement, estimation, va peut-être générer des risques vis-à-vis de l'administration fiscale. Et enfin, ça va générer des répercussions au niveau des obligations légales, au niveau des franchissements de seuil de chiffre d'affaires à la hausse ou à la baisse. Voilà, donc ça soulève beaucoup de questions et ce qui peut expliquer que c'est un projet de longue haleine qui a du mal à sortir. Et enfin, on fait un dernier point aujourd'hui sur la nouvelle réglementation européenne sur la CSRD. Alors la CSRD, comme vous le savez, c'est le fameux rapport de durabilité que vont devoir produire un certain nombre d'entités. Donc ici, pour rappeler les enjeux de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, il y a 3 enjeux, l'enjeu environnemental, l'enjeu social et sociétal, et enfin les enjeux de gouvernance. Donc ça fait partie du champ d'application de la RSE. Je ne reviendrai pas sur toute l'historique de la RSE. Comme vous le savez, aujourd'hui, en 2023, nous avons les sociétés cotées et les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par action qui doivent produire une déclaration de performance extra-financière qui est adossée au rapport de gestion. Ça, c'est l'obligation aujourd'hui. Et on n'a pas forcément de cadre conceptuel pour définir quelles sont et comment traiter l'information au niveau de cette déclaration de performance extra-financière. Pour autant, c'est l'enjeu de la CSRD, donc la Corporate Sustainability Reporting Directive, qui va faire appliquer en fait un certain cadre conceptuel. Comment présenter l'information dans un rapport de durabilité et sur la base de quelles normes. Et donc, cette CSRD, comme vous le savez, elle a été publiée au niveau de l'Union européenne en juillet 2023, avec l'obligation pour les pays membres de l'Union européenne de l'appliquer avant le 8 décembre 2023. Donc, c'est chose faite. Au niveau de l'État français, on l'a transposé le 6 décembre dernier. Et donc, vous voyez qu'on a toute une démarche en fait pour produire l'information de durabilité. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, chaque entreprise devra mener son analyse de matérialité, c'est-à-dire se poser les questions au niveau environnemental, social et sociétal et de gouvernance pour savoir comment traiter l'information. Et donc, cette double matérialité, c'est d'une part la matérialité d'impact, quel est l'impact de l'entreprise sur son environnement, et quelle est la matérialité financière, quelles sont les conséquences financières de tel ou tel critères environnementaux, sociaux, sociétaux ou de gouvernance. Donc, à partir de cette appréciation de cette double matérialité, on va produire l'information dans le rapport de durabilité. Et le rapport de durabilité, si vous avez suivi l'actualité, en fait, il va être contrôlé et revu en France par le commissaire aux comptes ou alors par ce qu'on appelle des prestataires de services d'assurance indépendants. Et donc, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes est en train de se réformer justement pour devenir en fait l'autorité de contrôle de ces rapports de durabilité. Et donc ce H3C, l'autorité de supervision de la profession des commissaires aux comptes, est devenue au 1er janvier 2024 la haute autorité de l'audit, à la fois l'audit financier et l'audit extra-financier. Donc vous voyez, on est en pleine réforme et actuellement les commissaires aux comptes sont en train de se former effectivement sur la durabilité. Alors je parlais de cadre conceptuel juste avant. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, ça y est, maintenant on pose le cadre conceptuel avec 13 projets de normes. Ce sont les normes ESRS, donc European Sustainability Reporting Standards. Donc on a 13 normes en fonction effectivement des champs d'application de la RSE, l'environnement, le social, social et la gouvernance. Donc on voit désormais que l'information de durabilité va faire l'objet de textes, comment produire l'information et comment elle va être contrôlée par les commissaires aux comptes. Alors, qui sera concerné par le reporting de durabilité? Parce qu'effectivement, ça fait peur. Donc là, vous allez voir que le champ d'application est très vaste. Hein. On parle jusqu'à présent, on était sur les sociétés cotées et les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par action qui dépassaient 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Là, on arrive effectivement à des seuils qui sont plutôt bas et qui vont
toucher tout le monde, tous les groupes. Et les seuils qui ont été confirmés le 30 décembre dernier, ce sont les seuils de chiffre d'affaires de 50 millions d'euros, les seuils de bilan de 25 millions d'euros et 250 salariés. Donc on parle de PME quand même, donc les seuils sont très bas. Donc en 2024 sont concernés les émetteurs, hein, les établissements de crédit, les organisations, ceux qui étaient déjà astreints à la DPEF, et au 1er janvier 2025, c'est-à-dire que pour les rapports de durabilité qui sont émis, qui sont à émettre en 2026, on aura les grandes entreprises, c'est-à-dire celles qui dépassent 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, 25 millions d'euros de total bilan et 250 salariés. Pour les groupes, bien sûr. Donc, il faudra prendre les seuils au niveau d'un groupe. C'est pour ça que ça va concerner un bon nombre de PME en France. Et donc, voilà, c'est 2025, c'est très vite. Donc, effectivement, ça fait l'objet de beaucoup de littérature en ce moment et notamment les commissions aux comptes sont en train de se préparer à cette réforme d'ampleur. Mais écoutez, le webinaire touche à sa fin. Je vous remercie de votre présence, de votre attention. Vous le reverrez effectivement et vous pouvez le revoir sur la chaîne YouTube d'Exconnexium. Et bien sûr, vous pouvez consulter vos interlocuteurs Exconnexium pour de plus amples renseignements, pour poser vos questions. On essaiera d'y répondre. Voilà. Et bon, on vous remercie de votre présence, votre attention et à très bientôt.